Bonjour à tous, je vous lis aujourd'hui la suite de Belle Amie de Guy de Maupassant. J'en suis au moment où Belle Amie vient de revoir Clotilde et qu'il repense à tous ses souvenirs avec elle et décide d'aller la revoir. Dès qu'il eut déjeuné le lendemain, il se rendit en effet rue de Verneuil. La même bonne lui ouvrit la porte et, familièrement, à la façon des domestiques des petits bourgeois, elle demanda « Ça va bien, monsieur ?» Il répondit « Mais oui, mon enfant. » Et il entra dans le salon, où une main maladroite faisait des gammes sur le piano. C'était Laurie. Il crut qu'elle allait lui sauter au cou. Elle se leva gravement, salua avec cérémonie, ainsi qu'aurait fait une grande personne, et se retira d'une façon digne. Elle avait une telle allure de femme outragée qu'il demeura surpris. Sa mère entra. Il lui prit et lui baisa les mains. « Combien j'ai pensé à vous, dit-il. »« Et moi, dit-elle. » Ils s'assirent. Ils se souriaient, les yeux dans les yeux, avec une envie de s'embrasser sur les lèvres. « Ma chère petite Clo, je vous aime. Et moi aussi. Alors tu ne m'en as pas trop voulu. Oui et non. Ça m'a fait de la peine et puis j'ai compris ta raison. Je me suis dit, bah, il me reviendra un jour ou l'autre. Je n'osais pas revenir. Je me demandais comment je serais reçue. Je n'osais pas, mais j'en avais rudement envie. À propos, dis-moi donc ce qu'a Laurie. Elle m'a à peine dit bonjour et elle est partie d'un air furieux. Je ne sais pas, mais on ne peut plus lui parler de toi depuis ton mariage. Je crois vraiment qu'elle est jalouse. Allons donc. Mais oui, mon cher. Elle ne t'appelle plus Belle Amie, elle te nomme Monsieur Forestier. Du roi rougit, puis s'approchant de la jeune femme. Donne ta bouche. Elle la donna. Où pourrons-nous nous revoir, dit-il. Mais rue de Constantinople. Ah, l'appartement n'est donc pas loué. Non, je l'ai gardé. Tu l'as gardé? Oui, j'ai pensé que tu y reviendrais. Une bouffée de joie orgueilleuse lui gonfla la poitrine. Elle l'aimait donc, celle-là, d'un amour vrai, constant, profond. Il murmura « Je t'adore ». Puis il demanda « Ton mari va bien ?»« Oui, très bien. Il vient de passer un mois ici. Il est parti d'avant-hier. » Du roi ne put s'empêcher de rire. Comme ça tombe. Elle répondit naïvement. Oh, oui, ça tombe bien. Mais il n'est pas gênant quand il est ici tout de même, tu le sais. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un charmant homme. Et toi, dit-elle, comment prends-tu ta nouvelle vie? Ni bien ni mal. Ma femme est une camarade, une associée. Rien de plus. Rien de plus. Quant au cœur, pardon. Je comprends bien. Elle est gentille pourtant. Oui, mais elle ne me trouble pas. Il s'approcha de Clotilde et murmura. Quand nous reverrons-nous? Mais demain, si tu veux. Oui, demain. 2 heures, 2 heures. Il se leva pour partir, puis il balbutia un peu gêné. Tu sais, j'entends reprendre seul l'appartement de la rue Constantinople. Je le veux. Il ne manquerait plus qu'il fût payé par toi. Ce fut elle qui baissa les mains avec un mouvement d'adoration en murmurant. Tu feras comme tu voudras. Il me suffit de l'avoir gardé pour nous y revoir. Et du roi s'en alla, la pleine de satisfaction. Comme il passait devant la vitrine d'un photographe, le portrait d'une grande femme aux larges épaules lui rappela Madame Walter. C'est égal, se dit-il. Elle ne doit pas être mal encore. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarquée? J'ai envie de voir quelle tête elle me fera jeudi. Il se frottait les mains, tout en marchant avec une joie intime, la joie du succès sous toutes ses formes, la joie égoïsme de l'homme adroit qui réussit, la joie subtile, faite de vanité flattée et de sensualité contente, que donne la tendresse des femmes. Le jeudi venu, il dit à Madeleine. Tu ne viens pas à cet assaut chez Rival? Oh non,
guère, moi, j'irai à la chambre députée. Et il alla chercher Madame Walter, en l'auto découvert car il faisait un admirable temps. Il eut une surprise en la voyant, tant il la trouva belle et jeune. Elle était en toilette claire, dont le corsage, un peu fendu, laissait deviner, sous une dentelle blonde, le soulèvement gras des seins. Jamais elle ne lui avait paru si fraîche. Il la jugea vraiment désirable. Elle avait son air calme et comme il faut, une certaine allure de maman tranquille, qui la faisait passer presque inaperçue aux yeux galants des hommes. Elle ne parlait guère d'ailleurs que pour dire des choses connues, convenues et modérées, ses idées étant sages, méthodiques, bien ordonnées, à l'abri de tous les excès. Sa fille Suzanne, tout en rose, semblait un watteau frais verni, et sa sœur aînée paraissait être l'institutrice chargée de tenir compagnie à ce joli bibelot de fillettes. Devant la porte de Rival, une file de voitures était rangée. Duroy offrit son bras à Madame Walter et ils entrèrent. L'assaut était donné au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, sous le patronage de toutes les femmes, des sénateurs et députés qui avaient des relations avec la vie française. Madame Walter avait promis de venir avec ses filles, en refusant le titre de dame patronesse, parce qu'elle n'était de son nom que les œuvres entreprises par le clergé. Non pas qu'elle fût très dévote, mais son mariage avec un Israélite la forçait, croyait-elle, à une certaine tenue religieuse, et la fête organisée par le journaliste prenait une sorte de signification républicaine qui pouvait sembler anticléricale. On avait lu dans les journaux de toutes les nuances depuis 3 semaines. Notre éminent confrère Jacques Rival vient d'avoir l'idée aussi ingénue que généreuse d'organiser, au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, un grand assaut dans sa jolie salle d'armes attenant à son appartement de garçon. Les invitations sont faites par mesdames Laloigne, Remontel, Rissolin, femme des sénateurs de ce nom, et par mesdames Laroche-Mathieu, Percerol, Firmin, femme des députés bien connus. Une simple quête aura lieu pendant l'entracte de l'assaut, et le montant sera versé immédiatement entre les mains du maire du 6e arrondissement ou de son représentant. C'était une réclame monstre que le journaliste adroit avait imaginée à son profit. Chaque rival recevait les arrivants à l'entrée de son logis, où un buffet avait été installé, les frais devant être prélevés sur la recette. Puis il indiquait d'un geste aimable le petit escalier, par où on descendait dans la cave, où il avait installé la salle d'armes et de tir, et il disait « Au-dessous, mesdames, au-dessous, l'assaut a lieu en des appartements souterrains. » Il se précipita au-devant de la femme et de son directeur, puis serrant la main de Duroy. « Bonjour, bel ami. » L'autre fut surpris. « Qui vous a dit que... » Rival lui coupa la parole. Madame Walter, ici présente, qui trouve ce surnom très gentil. Madame Walter rougit. Oui, j'avoue que si je vous connaissais davantage, je ferais comme la petite Laurine. Je vous appellerai aussi belle amie. Ça vous va très bien. Duroy riait. Mais je vous en prie, madame, faites-le. Elle avait baissé les yeux. Non, nous ne sommes pas assez liés. Il murmura. Voulez-vous me laisser espérer que nous le deviendrons davantage? Eh bien, nous verrons alors, dit-elle. Il s'effaça à l'entrée de la descente étroite qu'éclairait un bec de gaz et la brusque transition de la lumière du jour à cette clarté jaune avec quelque chose de lugubre. Une odeur de souterrain montait par cette échelle tournante, une senteur d'humidité chauffée, de murs moisis essuyés pour la circonstance, et aussi des souffles de pain-joint qui rappelaient les offices sacrés et des émanations féminines de lubin, de verveine, d'iris, de violette. On entendait dans ce trou un grand bruit de voix, un frémissement de foule agitée. Toute la cave était illuminée avec des guirlandes de gaz et des lanternes vénitiennes cachées en des feuillages qui voilaient les murs de pierre salpêtrée. On ne voyait rien que des branchages. Le plafond était garni de fougères, le sol couvert de feuilles et de fleurs.
charmant, d'une imagination délicieuse. Dans le petit caveau du fond s'élevait une estrade pour les tireurs, entre deux rangs les chaises pour les juges. Et dans toute la cave, les banquettes alignées par 10, autant à droite qu'à gauche, pouvaient porter près de 200 personnes. On en avait invité 400. Devant l'estrade, des jeunes gens en costume d'assaut, minces avec des membres longs, la taille cambrée, la moustache en croque, posaient déjà devant les spectateurs. On se les nommait, on désignait les maîtres et les amateurs, toutes les notabilités de l'escrime. Autour d'eux causaient des messieurs en redingote, jeunes et vieux, qui avaient un air de famille avec les tireurs en tenue de combat. Ils cherchaient aussi à être vus, reconnus et nommés. C'étaient les princes de l'épée en civil, les experts en coups de bouton. Presque toutes les banquettes étaient couvertes de femmes qui faisaient un grand froissement d'étoffes, remuées et un grand murmure de voix. Elles s'éventaient comme au théâtre, car il faisait déjà une chaleur d'étuve dans cette grotte feuillue. Un farceur criait de temps en temps « Orgeat, limonade, bière ». Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous